Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à cette masterclass sur la thématique de la reprise d'entreprise, intitulée Comment préparer un projet de reprise d'entreprise. Donc on va s'adresser aux repreneurs personnes physiques, hein. On n'est pas sur une reprise d'entreprise en phase de croissance externe. C'est la spécificité du parcours créateur notamment. Du coup, en préambule, ce que je vous propose, c'est des chiffres clés. À travers ces chiffres-là, je vais en tirer 3 constats. Le premier constat, c'est sur 4 200 000, on a 4 200 000 entreprises en France. Il y en a 75% des entreprises sont sans salariés, 21% ont entre 1 et 9 salariés et 3,5% ont entre 10 et 250 salariés. Or, si je pose la question ici, combien d'entrepreneurs ici recherchent des entreprises de plus de 10 salariés? En majorité ou pas? Donc, avant de se lancer dans un projet de rachat d'entreprise, il faut bien connaître le marché. Il faut savoir que, généralement, sur le marché des entreprises de plus de 10-20 salariés, il y a quand même une forte concurrence entre repreneurs, hein. Une personne physique peut être en concurrence avec une personne morale qui souhaite racheter une entreprise, donc en croissance externe. Voilà, donc bien comprendre que dans les étapes, dans un processus de reprise d'entreprise, il y aura quand même l'étape de la recherche d'entreprise reste quand même une difficulté parfois à trouver une entreprise. Alors on dit que small is beautiful. Pour acheter peut-être une entreprise de 20, 30, 40 salariés, peut-être racheter plusieurs petites entreprises. Ça peut être une solution. Donc premier constat, seulement 3,5% des entreprises ont plus de 10 salariés. Ensuite, souvent, on a tendance à se dire, tiens, je recherche une entreprise à racheter, donc je vais m'orienter vers des dirigeants qui sont en phase qui vont passer la main, qui arrivent à l'âge de la retraite, donc c'est la raison naturelle. Donc on se rend compte que seulement 55% des dirigeants souhaitent transmettre leur entreprise pour prendre leur retraite. Donc un conseil, allez voir aussi des dirigeants qui ont moins de 50 ans, moins de 60 ans. Il y a des entrepreneurs qui ont cet âge-là, entre 40 et 55 ans, et qui souhaitent aussi céder leur entreprise. Donc ne vous focalisez pas sur l'âge du dirigeant par rapport dans votre recherche d'entreprise. Troisième chiffre, 44% des dirigeants interrogés considèrent que leur crainte principale est de ne pas trouver le bon repreneur. Donc effectivement, souvent, on va se retrouver face à des dirigeants qui n'ont pas comme premier critère de choix le prix. Souvent, le premier critère de choix d'un repreneur pour un dirigeant, ça va être plutôt la relation de confiance que vous allez avoir avec lui, mais aussi de lui démontrer que vous avez un plan stratégique de développement de l'entreprise qui va permettre de pérenniser son entreprise. Un dirigeant, souvent, il faut savoir que 60% des dirigeants ont un niveau infra-bac. Ils ont créé leur entreprise sur du bon sens, de l'action. Et donc, il y a un affect très fort avec l'entreprise et le dirigeant. Souvent, on dit qu'il recherche le fils spirituel, qu'il ne trouvera pas, etc., etc. Donc, si vous arrivez à la première rencontre avec le dirigeant en mettant sur la table des chiffres, en disant le prix est trop élevé, ça ne fonctionnera pas sur ce type de profil de cédant. Donc, le premier critère, c'est vraiment de choix pour sélectionner un repreneur, c'est la qualité de la relation avec le repreneur. Et bien entendu, expliquer à ce cédant que vous allez pérenniser, conserver son savoir-faire, conserver ses salariés, etc., etc. Donc ça, c'est très important pour un dirigeant. Il ne cède pas que pour en retirer un prix de cession. Voilà. Est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport aux chiffres clés du marché? Non? Ok. Donc, le processus, quand on va se focaliser principalement sur les 3 premières étapes du processus de reprise d'entreprise. Le processus de reprise d'entreprise peut se faire en 8 étapes. La première étape, c'est la préparation du projet. La deuxième, bien entendu, une fois qu'on a bien déterminé sa cible, ses motivations, ses forces et faiblesses, etc., on part sur le marché
on part sur le marché pour rechercher une entreprise à racheter. Donc, comment trouver une entreprise? On va voir notamment tous les canaux qui existent. Ensuite, une fois qu'on a plusieurs entreprises sélectionnées, il va falloir la sélectionner, faire un pré-diagnostic, peut-être être amené à rencontrer le cédant pour avoir plus d'informations concernant l'entreprise. Une fois qu'on a ces informations, il va falloir les diagnostiquer, les évaluer. Donc, on passera aux méthodes d'évaluation. En parallèle, on est déjà en train de recenser des financements, des aides, parce que qui dit évaluation dit business plan à côté. On essaie d'approcher une valeur finançable hein, dans l'évaluation. On verra si on a le temps, on verra peut-être les méthodes d'évaluation rapidement. Étape 5, la négociation et le financement. Donc là, c'est le moment de formaliser sur le papier c'est les premières négociations, donc c'est la lettre d'intention, généralement, à ce stade-là. Ensuite, une fois la lettre d'intention rédigée, vous allez trouver des accords, vous pouvez commencer à pitcher votre projet auprès des banques. C'est à ce moment-là que vous pouvez rencontrer les banques, puisque, effectivement, la lettre d'intention, ça engage, c'est engageant, et donc les banques commencent à vous considérer. Vous pouvez rentrer en relation avec les banques à ce moment-là. Ensuite, la recherche de financement. En parallèle, on lance les audits d'acquisition et enfin la négociation du protocole d'accord qui est souvent, si on a fait une lettre d'intention assez développée, c'est ce qu'on conseille souvent, il y a plusieurs écoles, certains font des lettres d'intention pas très développées, certains font des lettres d'intention plutôt développées, mieux vaut mettre tous les sujets qui fâchent dès le démarrage dans la lettre d'intention, tels que la garantie d'actifs passifs, la rencontre des salariés peut-être dans les audits. Voilà, il y a deux conditions suspensives dans une lettre d'intention, c'est les audits et l'obtention du prêt bancaire. Et ensuite, l'acte de cession et les formalités administratives. Généralement, l'acte de cession, je l'ai mis dans une étape un peu formalité, parce que pour moi, j'estime que si vous avez dès le démarrage bien détaillé votre lettre d'intention, vous avez généralement, on arrive à un acte de cession où il n'y a jamais de retrait. Et ensuite, bien entendu, post-reprise, la prise en main de l'affaire. Donc, étape 1, préparation du projet. Bon, je considère qu'on peut effectuer 9 tâches dans cette étape-là, qui est primordiale. Hein. On a souvent tendance à la sous-estimer. Mais l'objectif de la préparation du projet, c'est quand même d'arriver à structurer une fiche de cadrage qui résume votre projet en une seule page. C'est un peu ça l'objectif de cette étape-là. Pourquoi une fiche de cadrage? Pour pouvoir contacter les intermédiaires qui vont faire une mise en relation entre les cédants, etc., etc. Donc, déjà, reprendre une entreprise, c'est d'abord avoir un esprit entrepreneurial. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'atteindre un projet entrepreneurial. Voilà. Donc, reprendre une entreprise, il y a des avantages. Parfois, on se dit, tiens, reprendre une entreprise, j'ai pas d'idée, je vais reprendre une entreprise au lieu de créer. Donc effectivement, il y a une notoriété, il y a une clientèle, il y a du matériel, il y a des financements qui sont plus faciles à décrocher puisqu'il y a un historique de chiffre d'affaires, on se rémunère de suite contrairement à la création, etc., etc. Donc oui, effectivement, il y a des avantages, mais l'inconvénient majeur, c'est qu'on n'a pas droit à l'amateurisme. Le chiffre d'affaires, il faut le maintenir, il faut embarquer les salariés s'il y a des salariés, etc., etc. Et surtout, on a une dette à honorer. En création, on peut ne pas avoir de financement. En reprise, on a obligatoirement un financement et votre engagement est minimum de 30% d'apport personnel par rapport à votre prix de cession. Donc, bien comprendre que reprendre une entreprise, c'est avant tout avoir l'esprit d'entreprendre. Donc, du coup, ça rejoint l'idée des motivations, des objectifs, des forces, des faiblesses. Vous allez devoir... pourquoi les motivations? Parce que derrière, quel est l'objectif ici quand on se prépare? C'est de convaincre un cédant. Il va falloir séduire le cédant. Il va falloir séduire les banquiers. Il va falloir comprendre vos différents interlocuteurs, votre équipe de conseil, un expert comptable, un avocat. Ça, c'est les deux indispensables. Et souvent, et quand je dis conseil, c'est des conseils totalement indépendants du cédant. On est en négociation, hein, d'accord? Parce que souvent, on entend dire que l'expert comptable va accompagner le repreneur et le cédant. Donc, parfois, c'est... voilà. Donc, une équipe de conseil totalement indépendante du cédant. Donc, les motivations, c'est par exemple avoir le soutien de la famille. Il va falloir démontrer que vous avez un soutien de la famille. Les motivations, c'est peut-être une passion
vous avez travaillé pendant des années dans le secteur d'activité, voilà. Donc vous voulez racheter une entreprise dans le même secteur. Les faiblesses, ça peut être vous avez manque de formation, voilà. Peut-être déménagement, il y a un déménagement, hein. Souvent on est obligé de déménager lorsqu'on souhaite racheter une entreprise. Donc tous ces paramètres-là, il faut bien les prendre en considération. C'est coûteux aussi, ça prend du temps. Racheter une entreprise, il faut se dire que c'est un boulot à plein temps. On va pas se dire que ça va durer 2, 3 mois, 4 mois. Non, ça peut durer 12 mois, entre 12 et 24 mois, une reprise d'entreprise. Ça dépend bien sûr la taille du projet, hein, et le secteur d'activité que l'on vise. Parfois, certains vont pas trouver l'entreprise qu'ils recherchent. Souvent, on a tendance à chercher le mouton à 5 pattes. Or, comme je vous dis, le marché de l'entreprise, il est ce qu'il est. Il faut le comprendre. Et si vous allez sur des entreprises de plus de 20 salariés structurées, etc., avec un savoir-faire spécifique, le petit savoir-faire de niche que vous pensez pouvoir développer à l'international ou à travers un site parce que vous êtes un ancien cadre dirigeant de grands groupes et que voilà. Donc, il faut savoir que sur ce secteur-là, il y a pas mal de concurrence, mais il y a quand même des entreprises, hein. Ensuite, découvrir le marché, le processus de la reprise d'entreprise. Donc ça, c'est la base, hein. Vous préparez un projet, vous devez maîtriser le process complet. Les 8 étapes qu'on a vues tout à l'heure, il faut quand même le maîtriser. Le marché, pareil, vous devez comprendre le marché, les entreprises qui existent et pas l'entreprise idéale qui n'existe pas. Souvent, on voit le cas, hein. Je vous dis, hein. On voit des profils de cibles voilà, qui correspondent, enfin, il n'y a pas de cohérence parfois. Donc définir le type d'entreprise à reprendre. Donc ça, définir le type d'entreprise à reprendre, c'est vraiment se poser les questions de quel type d'entreprise je souhaite reprendre. Que ce soit au niveau de la taille de l'entreprise, en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs, de secteur d'activité et délimiter bien sûr une zone géographique. Donc plus vous serez précis là-dessus et plus vous serez crédible, légitime vis-à-vis des intermédiaires en transmission, reprise d'entreprise, que ce soit des cabinets de fusion-acquisition, les chambres de commerce et d'industrie qui ont des offres, hein, d'entreprises, qui peuvent faire des mises en relation. Vous allez être jugé sur la pertinence et la cohérence de la définition de votre cible. Donc vérifiez effectivement la cohérence de votre projet, donc la cohérence par rapport à vos motivations, la cohérence par rapport au marché, la cohérence par rapport à votre capacité financière aussi. Faut être clair. Vous avez, il faut minimum, comme je vous ai dit, un apport de 30% du prix de cession pour pouvoir acquérir une entreprise. Donc, si vous avez 10 000 euros, vous ne pouvez pas chercher une entreprise d'une taille de 40 salariés avec un chiffre d'affaires qui fait 50 millions d'euros. C'est pas cohérent. Ensuite, effectivement, vous avez peut-être décelé des faiblesses dans votre parcours. Il existe des formations. Parfois, on peut être amené à reprendre une entreprise dont l'activité est réglementée, qui va nécessiter un brevet professionnel. Je pense tout simplement, je rachète un salon de coiffure, il me faut un brevet professionnel. Voilà. Ou des formations plutôt généralistes. Il existe des formations qui durent 3 semaines. Je pense à la formation du CRA, l'association des cédants repreneurs d'affaires. Je vous invite d'ailleurs à être membre de cette association pour ne pas rester seul. C'est important de ne pas rester isolé dans votre projet, rencontrer d'autres preneurs. C'est une association qui propose des ateliers et aussi une formation qui dure 3 semaines et vous faites le tour du process de reprise avec tous les intervenants d'une reprise d'entreprise. Consulter les réseaux d'accompagnement et commencer à constituer son équipe de conseil. Donc effectivement, dès le démarrage, vous devez vous entourer, rencontrer les réseaux d'accompagnement et constituer votre équipe de conseil. L'objectif, c'est quoi? C'est de ne pas perdre de temps. Vous allez rencontrer des entreprises à analyser, vous allez rencontrer des dirigeants qui vont être prêts. Certains ne le seront pas, certes, mais vous allez rencontrer des dirigeants qui seront prêts, qui auront un dossier de présentation, qui sont passés peut-être par une chambre de commerce ou un cabinet de fusion-acquisition. Et à ce moment-là, il va falloir aller vite, très vite sur le dossier pour avoir notamment l'exclusivité sur l'affaire. Donc, comment on fait pour avoir l'exclusivité, c'est-à-dire écarter les autres preneurs? C'est rapidement signer une lettre d'intention. Là, vous avez l'exclu sur le projet. Pour la rédiger, il faut avoir son avocat sous le coude. Donc, tout peut aller très vite. C'est pour ça que dès le démarrage,
il faut réaliser ces 9 tâches. Et enfin, rédiger de façon structurée et cohérente votre projet en une seule page. Donc on va voir un exemple de fiche de cadrage. La fiche de cadrage, c'est une présentation de vous et de l'entreprise cible. On va voir tout à l'heure. Et ensuite, s'informer. Vous allez rencontrer un dirigeant d'entreprise. C'est important de connaître les étapes clés du dirigeant. Toute la préparation en amont qu'il y a pour transmettre une entreprise. Ça vous permettra de vous... Après, le seul point de convergence que vous allez avoir entre ces étapes et les vôtres, c'est le prix. La rencontre de l'offre et de la demande. Pour ça, souvent qu'on fait le distinguo entre valeur et prix. La valeur, c'est une approche de la valeur à travers différentes méthodes d'évaluation qui n'est pas le prix. Le prix sera fixé entre les deux parties. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des experts totalement indépendants de celui du cédant pour pouvoir confronter les différentes approches d'évaluation. Donc, qui peut vous accompagner à réaliser ces tâches? Donc là, on est encore sur des réseaux d'accompagnement et conseil en fusion d'acquisition. Le conseil en fusion d'acquisition va vous accompagner de A à Z. Après, bien sûr, les audits se feront par les experts comptables, la rédaction des actes se feront par les avocats, etc. etc. Mais les réseaux d'accompagnement, chambre de commerce, chambre de métier, l'association du CRA, cédant et repreneur d'affaires, CapCréa, c'est un collectif qui comprend 27 réseaux d'accompagnement que vous pouvez retrouver d'ailleurs en bas dans le village. Et enfin, les cabinets de conseil en fusion-acquisition. Donc à ce niveau-là, c'est eux qui peuvent vous accompagner sur la préparation du projet, sur ces 9 tâches à réaliser. Après, bien sûr, c'est à vous aussi de vous renseigner et d'aller de l'avant, hein, bien entendu. Est-ce que vous avez des questions sur toutes ces étapes-là, sur ces tâches? Non, c'est clair? Ok. Alors, un petit zoom sur l'accompagnement. Je fais le distinguo entre les réseaux d'accompagnement et les experts et conseils indépendants de ceux du cédant. Donc, les réseaux d'accompagnement, une chambre de commerce peut très bien accompagner le dirigeant et le repreneur. Souvent, vous allez voir une annonce de la chambre de commerce d'industrie. Il connaît le cédant, il peut vous accompagner. Voilà. Les chambres de métier et de l'artisanat, l'association CRA, CapCréa. Et en fait, les experts et conseils indépendants de ceux du cédant sont l'expert comptable, l'avocat, le notaire, les cabinets de fusion-acquisition, les acteurs du financement aussi, banque, BPI France, Réseau Entreprendre, Réseau Initiative, France Active. Alors, il y a des acteurs du financement qui sont ici. Et les acteurs de l'investissement, donc tout ce qui est société d'investissement, capital risqueur, business angel, il y a des business angels aussi ici, et BPI France, qui peut vous accompagner aussi en capital. Donc la fameuse fiche de cadrage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment l'objectif de la préparation de votre projet. Il s'agit de deux colonnes, deux parties. À gauche, la partie repreneur, à droite, le projet de reprise. Donc ça, c'est vraiment un moyen de présenter de façon structurée et cohérente votre projet de recherche d'entreprise en une seule page. C'est une sorte de CV. Aujourd'hui, si vous avez votre fiche de cadrage, c'est le moment de la distribuer. Qui a fait une fiche de cadrage? Non? Est-ce que quelqu'un connaît la fiche de cadrage? Oui? D'accord, ok. Qui a trouvé une entreprise à racheter? Non? Oui, monsieur? D'accord. Ok. Il y a un temps de décalage. Ok. Donc à gauche, comme je vous disais, c'est le repreneur. Donc vous allez compléter vos informations personnelles, vos formations, votre profil, vos compétences, vos qualités, votre expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir une cohérence, bien entendu, entre la colonne de gauche et la colonne de droite. Donc dans le projet de reprise, le titre du secteur d'activité de l'entreprise, une entreprise de PME dans le secteur du bâtiment, par exemple, on va voir une fiche complétée tout à l'heure.
Ensuite, le profil de l'entreprise, son secteur d'activité, les caractéristiques de l'entreprise, la localisation géographique, le prix de cession, l'équipe de conseil, les fonds propres et financement, les conditions de la reprise. Est-ce que vous reprenez le fonds de commerce, les titres de société? Est-ce que vous avez créé une structure holding, etc. Et ensuite, les données économiques. Donc, c'est la taille de l'entreprise, chiffre d'affaires, etc. Voilà, donc on peut argumenter sur ce modèle, sur cet exemple-là. Donc là, c'est une personne qui recherche une entreprise, une PME dans le secteur du bâtiment. Donc effectivement, quand on regarde son expérience professionnelle, il a travaillé 15 ans dans une PME, PMI dans des entreprises du bâtiment du second œuvre. Donc on se dit, tiens, il recherche une entreprise dans son secteur, déjà il y a une cohérence. Profil de l'entreprise, entreprise du bâtiment, caractéristiques de l'entreprise, une équipe stable et motivée. Donc dans les données économiques, on retrouve les données suivantes. Il cherche une entreprise avec un chiffre d'affaires entre 1,5 million et 3 millions et un effectif de 10 à 20 personnes. Donc voilà, une personne qui va tenter de faire une mise en relation, quand il voit ça, il se dit, ok, il veut une entreprise assez structurée, il y a des équipes, on regarde ses compétences, on se dit, tiens, il a un management d'équipe, il a quand même une expérience dans le management d'équipe. Il y a une cohérence. Pareil, le prix de cession, il a mis 1 million d'euros, il a un apport de 300 000. Ça correspond à 30% du prix de cession. Cohérent. Localisation géographique, rien à dire. Bon, il a Île-de-France, Normandie. Et il a une équipe de conseil, cabinet d'experts comptables, cabinet d'avocats, conseiller CCI ou CMA, boutique de gestion. Les conditions de reprise, il veut racheter des titres de société ou une prise de participation majoritaire. Et il souhaiterait un accompagnement du cédant. Ça fait partie des conditions de la reprise qu'il souhaiterait. Donc ça, c'est vraiment le cas d'une fiche de cadrage idéale. Où effectivement, un intermédiaire à cette fiche, il se dit, moi, il n'y a pas de souci, je peux le mettre en relation avec le cédant demain. Des questions spécifiques? Non? Ok. Passe. Donc à l'étape 2, la recherche d'une entreprise. Donc c'est un peu l'étape la plus complexe dans le processus de reprise d'entreprise. Donc prospecter efficacement, c'est se dire que ça prend du temps. Donc plus vous serez organisé en amont, plus vous aurez votre équipe de conseil prêt à analyser un dossier. Va falloir envisager aussi un budget peut-être. Déplacement, peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Hein. Souvent, les pépites, elles sont en province, comme on dit souvent. La majorité des offres, il y a plus de repreneurs en Île-de-France que d'offres. Hein. Enfin, il y a une certaine inadéquation, hein, parfois, dans certaines zones géographiques, entre l'offre et la demande. Donc, prospecter efficacement, c'est aussi connaître tous les intermédiaires qui peuvent vous aider à trouver une entreprise. Donc les réseaux dont je vous parlais tout à l'heure, les chambres de commerce et d'industrie ont des offres, les chambres de métiers. Les chambres de commerce et d'industrie font aussi de l'approche directe via leur base de données. Mais vous-même, vous pouvez aussi faire de l'approche directe. Hein, c'est la tâche 4. Donc consulter les bourses d'opportunités. C'est quoi les bourses d'opportunités? C'est tous les sites qui existent, toutes les plateformes qui agrègent des annonces de cession, dont notamment BPI France. À travers la bourse de la transmission de BPI France, on agrège plus de 45 000 entreprises qui sont communiquées quotidiennement par nos partenaires agréés. On est un peu un agrégateur d'annonces de cession. On agrège les annonces des chambres de commerce d'industrie, des chambres de métiers, de FUSAC, de session PME, du CRA. Donc tout ça, ce sont nos partenaires et sur cette plateforme, vous retrouvez plus de 45 000 annonces d'entreprises à vendre. Donc ça, c'est déjà une première base de recherche pour vous. Ensuite, rencontrer les intermédiaires en cession-acquisition. C'est peut-être les chambres de commerce d'industrie, les cabinets de fusion-acquisition qui font de l'intermédiation. Et puis, tenter l'approche directe, c'est travailler des bases de données telles que les bases de données Diane. Aller sur Google tout simplement. Je recherche un salon de coiffure à Perpignan. J'ai tous les salons de coiffure et je les démarche un par un. Prospection téléphonique, emailing.
Alors ce qu'on conseille souvent, c'est de ne prendre que les appels entrants parce que vous n'allez pas relancer un dirigeant. S'il ne vous a pas rappelé quelque part, c'est qu'il n'est pas vendeur et vous allez perdre du temps. Donc qui peut vous accompagner à réaliser ces tâches? Chambre de commerce, les chambres consulaires, l'association CRA, CapCréa et les cabinets de fusion-acquisition. 3, l'étape 3, donc c'est le moment où vous avez identifié 2, 3, 4 cibles. Hein. On est toujours, on ne se focalise pas sur une cible parce qu'on risque parfois d'être déçu, de peut-être pas arriver au bout. Donc on travaille peut-être 3, 4 entreprises en même temps. Souvent, certains font jusqu'à 13, 14, 15 pré-diagnostics de cibles hein, avant d'arriver à trouver sa cible. Donc, la difficulté, c'est quelles données vous avez quand le cabinet d'intermédiation fait. Soit vous êtes passé par un cabinet d'intermédiation et effectivement, il connaît le cédant, il a sensibilisé le cédant, il a à la préparation de son entreprise et à ce moment-là, vous avez un dossier de présentation de l'entreprise. Soit parfois, vous avez une fiche très synthétique de présentation qui ne vous permet pas de vous positionner. Donc effectivement, tout dépend des données que vous avez au préalable pour pouvoir effectuer ce fameux pré-diagnostic. Comprendre ce que l'on peut racheter, la tâche 3, c'est important dès le démarrage. Souvent, vous allez voir des prix de cession, 500 000, 1 million. Mais qu'est-ce qu'il vend? Parfois, il ne se positionne pas sur ce qu'il vend, le cédant. Soit il vend un actif. Enfin, il faut savoir où est la valeur dans une entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? On va le voir tout à l'heure, c'est un actif, un passif. Si on regarde un bilan, hein, je dirais. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il vend. Le fonds de commerce, quand c'est une entreprise individuelle, il n'y a pas de souci, c'est le fonds de commerce. Quand c'est des titres de société, on peut se poser la question. Où est la valeur? Dans le fonds de commerce ou dans les titres de société? Ça dépend quels sont les... Au niveau de l'actif circulant, au niveau des dettes, faut analyser tout ça. Donc, reprendre les titres de société, ça nécessite un diagnostic et des audits plus approfondis que racheter un fonds de commerce. On va voir le distinguo tout à l'heure. Donc ça, c'est important de savoir dès le démarrage, quand on veut sélectionner une cible, se dire, tiens, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je pose très rapidement aux dirigeants parce que ça peut poser des problèmes par la suite. Notamment, on va souvent, l'expert comptable ou le conseiller du dirigeant va le pousser à vendre les titres de société parce que fiscalement, c'est plus intéressant. Or, parfois, le repreneur a plus intérêt à reprendre le fonds. Surtout si ça n'a pas été préparé, il y a des trésors excédentaires, etc. Bon, après, il y a des montages qui permettent de jouer sur la trésor excédentaire, mais il faut voir où est la valeur. Quand on analyse une entreprise, il faut voir où est la valeur. Donc parfois, le dirigeant, il vend ses titres parce que fiscalement, c'est intéressant, mais vous allez vous rendre compte que c'est le fonds de commerce que vous voulez. Donc ça peut créer des problèmes. Donc dès le démarrage, c'est une question qu'il faut lever très rapidement. Ensuite, la tâche 4, collecter le maximum d'informations. Donc ça, effectivement, on va voir qu'il y a souvent une difficulté, rétention d'informations du cédant, parce qu'il y a des aspects confidentiels, clients, etc., salariés, voilà, toutes les parties prenantes. Il veut pas que toutes les parties prenantes de l'entreprise soient au courant qu'il cède son entreprise. Et notamment, il ne veut pas vous communiquer le nom de ses clients, etc., etc. Donc la difficulté à obtenir parfois des informations. Bon, après, il y a des solutions. On peut signer un accord de confidentialité, une lettre d'intention avec des conditions suspensives. Voilà. Mais plus vous avez d'informations au démarrage et plus vous allez pouvoir prédiagnostiquer la cible et pouvoir donner un go ou un no-go par rapport à votre fiche de cadrage, par rapport à la cohérence de votre cible que vous avez déterminée. Donc pareil, à ce stade-là, ce que je veux dire, à ce stade-là, c'est encore les réseaux d'accompagnement, conseil en fusion-acquisition. On n'est pas encore sur un niveau d'expertise qui nécessite de faire entrer les experts comptables, les avocats, etc. Donc, un petit zoom sur le pré-diagnostic. Généralement, soit vous avez un dossier de présentation de la cible, soit vous avez 2-3 tableaux financiers que le dirigeant vous a envoyés, ou alors l'intermédiaire. Voilà. Donc, la question, c'est quelles informations avez-vous pu obtenir à ce stade? Donc,
Les éléments que vous allez pré-diagnostiquer, c'est une sorte de diagnostic assez global, hein, une sorte de 360 assez fonctionnel, un diagnostic finalement, une sorte de petit SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité. Donc vous avez diagnostiqué l'activité de l'entreprise et son marché, ses ressources, l'idéal d'avoir une liste du matériel obsolète, vétuste, en bon état, ses performances, son environnement réglementaire, juridique, voir quelles sont les tendances du secteur. Donc il y a quand même une analyse du marché, hein, des tendances qu'il faut checker. Et ensuite, vous allez pouvoir valider une certaine cohérence par rapport à une valeur de la cible si vous avez quelques chiffres clés, si vous avez par exemple une liasse fiscale, même si vous n'avez pas le détail bilan compte de résultats, une liasse fiscale peut déjà vous donner quelques indices sur une approche de la valeur. Pas du prix, on n'est pas encore au prix, hein. Donc, plus vous aurez d'informations à ce stade-là, et plus vous saurez si vous poursuivez ou pas les négociations avec le dirigeant. Donc, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, c'est donc un actif, un passif. Qu'est-ce qu'un fonds de commerce? Ce sont les éléments incorporels et corporels inscrits à l'actif du bilan. Les éléments incorporels, c'est droit au bail, clientèle non commerciale. Et les éléments corporels, c'est le matériel, outillage, mobilier, les véhicules. Donc ça, c'est le moteur de l'entreprise. C'est ça le fonds de commerce. Donc, on imagine bien que la valeur du fonds de commerce n'est pas la valeur des titres. Donc les titres, la valeur des titres, c'est tout l'actif et tout le passif. Généralement, c'est, voilà, si on approche une valeur dite patrimoniale, hein, un actif net, très rapidement, c'est le total de l'actif moins vos dettes. Et là, vous avez la valeur de vos capitaux propres. Donc ça, c'est important à savoir aussi que vous rachetiez un fonds de commerce ou des titres de société, les contrats de travail sont transférés automatiquement. Vous reprenez les contrats de travail tels qu'ils sont. Petit zoom sur la rencontre du cédant. Donc, effectivement, il y a plusieurs cas. Soit vous avez un profil de dirigeant qui transmet son entreprise pour raison de retraite, la raison naturelle. Soit il y a plusieurs raisons. Soit je transmets mon entreprise parce que je pars à la retraite. C'est souvent un objectif, mais pas le déclencheur, hein, la retraite. Le déclencheur, c'est souvent la lassitude, la santé, etc. Il faut savoir ça aussi, c'est important. Donc il y a raison de santé, c'est une raison aussi de transmettre une entreprise. Il y a un changement d'activité. Je suis lassé de mon activité, je cède mon entreprise. Je change de lieu géographique, je pars ailleurs, à l'étranger, je cède mon entreprise. Donc il y a plusieurs raisons. Donc ça, c'est important d'identifier la raison pour laquelle il vend son entreprise. Effectivement, une entreprise in bonis, en très bonne santé financière, qui est développée depuis 10-15 ans, on se doute c'est sûrement pour faire une plus-value. On a en face de nous un dirigeant qui veut faire une plus-value sur ce qu'il a développé et derrière repartir sur d'autres projets entrepreneuriaux, des serial entrepreneurs. Donc, les signaux à observer, c'est l'ambiance des échanges. Est-ce qu'il y a un feeling qui s'opère, pas un feeling? Est-ce que vous êtes du métier, vous n'êtes pas du métier? Si vous êtes... Ce que je veux dire, c'est que parfois, les motivations, la niaque, l'envie d'entreprendre, ça, c'est inné, je dirais. Par contre, acquérir une formation technique, ça peut s'acquérir. Donc parfois, un dirigeant, ça dépend les dirigeants. Il y a des dirigeants qui vont vouloir absolument une personne du métier, avec qui il va pouvoir échanger sur le métier. Il y en a d'autres qui vont plutôt accepter un profil de repreneur plutôt entrepreneur, développeur, qui va s'appuyer sur des hommes clés en interne. Alors souvent, quand on a des hommes clés, ils vont être portés au capital. Les banques, pour rassurer les banques, vont demander aux repreneurs d'intégrer les hommes clés au capital de la société dans la reprise d'entreprise pour les rassurer, parce que si lui n'a pas le savoir faire, c'est compliqué. Donc, la facilité d'accès à l'information, c'est aussi un signal. Vous êtes face à un repreneur, il n'a pas de dossier il n'a rien préparé, il n'a pas de dossier. On sent qu'il n'est pas prêt à vous donner une seule information. Bon, c'est je suis curieux, peut-être qu'au 15e ou 20e repreneur, je me déciderai à transmettre mon entreprise.
Donc si vous essayez d'obtenir des infos, voilà, il y a un petit drone qui passe. Donc ça c'est un élément important à prendre en considération, la facilité d'accès à l'information. Généralement, là, il y a 3 temps. Hein, le premier temps de la rencontre, c'est vous êtes à l'écoute face aux dirigeants. La deuxième, c'est effectivement, vous commencez à demander des éléments pour votre prédiagnostic et vous lui dites que vous n'avez pas de temps à perdre. Vous non plus, personne n'a de temps à perdre dans une transmission d'entreprise, hein. Ni le dirigeant, ni vous, hein. Donc, si vous avez un pool de conseils prêt à étudier le dossier, le dirigeant il va se dire, tiens, j'ai vraiment une personne qui est motivée et qui est là pour vraiment reprendre mon entreprise. C'est pareil, hein, des deux côtés, il faut analyser la volonté de reprendre l'entreprise et la volonté de céder son entreprise, hein. Et ensuite, un signal à observer côté cédant, c'est l'implication dans le projet de cession. Effectivement, comme je vous disais, si vous sentez qu'il vous reçoit en dehors de son entreprise, bon, il n'y a pas de dossier, vous attendez une semaine, vous n'avez toujours pas d'informations sur l'entreprise, vous lui avez communiqué une liste d'informations que vous souhaitez avoir pour pouvoir vous positionner ou pas, il ne vous communique rien. Bon, c'est qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas une réelle volonté de céder son entreprise. Ou qu'il n'y a tout simplement pas de feeling. Donc, étape 4. Alors là, on est sur 11 tâches à réaliser parce que effectivement, on inclut beaucoup de choses dans l'évaluation d'entreprise. Une évaluation d'entreprise, il y a plusieurs niveaux d'analyse, hein. On fait un pré-diagnostic, ensuite on fait un diagnostic et ensuite on fait un audit confirmatoire. Donc il y a 3 niveaux, pré-diag, diag et audit. Et l'évaluation se fait à plusieurs étapes aussi. On revoit l'évaluation, on revoit le business plan en parallèle, c'est concomitant. Business plan, évaluation. Donc, le préalable d'une évaluation, c'est le diagnostic. Donc, on va essayer de rentrer dans un diagnostic un peu plus approfondi que les pré-diagnostics, un diagnostic fonctionnel de l'activité, des moyens financiers, juridiques, humains. Donc là, souvent, on a signé des accords de confidentialité ou pas, ça dépend. Ensuite, vous allez analyser les résultats de ces diagnostics et vous allez commencer à bâtir un plan d'action stratégique qui va vous permettre de faire votre business plan derrière. Puis ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous avez les diagnostics, vous allez pouvoir estimer la valeur de l'entreprise à travers différentes méthodes d'évaluation. Les diagnostics, c'est ce qui va vous permettre, si vous voulez, quelque part, de pouvoir apporter les retraitements judicieux, crédibles, par exemple dans les charges du compte de résultat. Souvent, ça se joue sur un sursalaire, un surloyer, des frais. Donc tout ça, c'est des éléments importants à checker. Diagnostic de l'activité, c'est le chiffre d'affaires notamment. On n'est pas que sur des aspects financiers, hein. Je le répète, la reprise d'une entreprise, c'est avant tout une affaire humaine, hein, avant les aspects financiers. Parce que, tout simplement, pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des dirigeants qui vont mettre un premier prix et au bout de 4-5 mois de travail avec lui, vous allez peut-être, il va se rendre compte que le feeling est là, etc. Et que vous allez lui démontrer par A plus B, à travers votre business plan, que la capacité bénéficiaire de l'entreprise, elle ne permet pas de rembourser son prix, tout simplement. Donc, c'est un travail de longue haleine. À la fois, presque, je dirais, votre business plan, vous le faites avec le dirigeant. Vous lui démontrez par A plus B que son prix, avec le chiffre d'affaires, parce que généralement, quand on construit un business plan ou une évaluation en fonction des différentes méthodes qu'on va voir tout à l'heure si on a le temps, c'est un business plan avec les flux réactualisés, souvent. Donc, vous reprenez souvent le chiffre d'affaires des 3 dernières années, chiffre d'affaires moyen, vous le projetez sur 3 ans, vous reprenez les charges avec quelques retraitements et vous allez dégager un bénéfice. Donc ce bénéfice, qu'est-ce qui reste pour rembourser la cible? Quel cash vous avez? Souvent, on va dire, je prends 70% du résultat retraité que j'affecte au remboursement, et je garde 30% de CAF, de capacité d'autofinancement. C'est un peu la
la soupape de sécurité qu'on garde, donc qu'on multiplie par 6. Une reprise d'entreprise se finance sur 7 ans. Il n'y aura pas au-delà. Donc rien que ça, déjà dans les prédiacs, si vous avez une liasse fiscale, un compte de résultat détaillé, ça s'obtient hein, facilement, un compte de résultat détaillé. Vous pouvez rapidement faire un petit éval pour savoir si ça rentre dans votre capacité financière à vous et si le prix est finançable. Résultat retraité fois 70% du résultat retraité fois 6, grosso modo, vous approchez une valeur de fonds de commerce. Pour les titres, il va falloir rajouter tout l'actif circulant, stock, créances, trésor, moins les dettes. Et là, vous obtenez une approche de la valeur des titres. Et cette valeur-là, une fois que vous aurez fait les audits, quand on aura audité la valeur des stocks réels, la valeur des clients, s'il y a des clients douteux ou pas, le passif, s'il est réel, enfin, s'il n'y a pas de dette occulte, etc., bah, finalement, on retombera sur cette évaluation. On refera une évaluation. On réajuste, une fois les audits faits, on réajuste la valeur, on réajuste le business plan pour retomber sur ses pattes financièrement. Donc, identifier les différentes solutions de financement, de garantie bancaire, élaborer le montage financier pour vérifier la viabilité du projet, donc c'est ce qu'on vient de voir, définir le montage juridique et son statut social, et enfin proposer au cédant, c'est à ce moment-là qu'on propose au cédant une fourchette de prix qui constitue une première base de négociation. Et là, c'est-à-dire que là, normalement, on est en capacité de formaliser une lettre d'intention. C'est pour ça qu'ici, à ce niveau-là, donc là, on est accompagné sur l'étape de l'évaluation, on est accompagné par l'expert comptable, l'avocat, conseil en fusion-acquisition et réseau d'accompagnement. Il me reste 3 minutes. Rapidement, les 4 phases de l'évaluation, c'est collecte d'infos, diagnostic préalable à l'évaluation, les retraitements économiques et des informations recueillies, et ensuite le choix et l'application des méthodes d'évaluation. Phase 1, 2, 3, c'est 70% du temps. Les méthodes d'évaluation, ça se fait assez rapidement à travers certains logiciels. Il faut savoir qu'il y a 4 grandes méthodes d'évaluation. Je sais pas si, souvent, on vous présentera dans les dossiers de présentation des cédants, il y aura des méthodes d'évaluation et l'expert comptable vous dira, voilà, mon expert comptable a fait une évaluation de l'entreprise et il y a une fourchette de valeur estimée entre temps et temps parce qu'on a privilégié telle méthode ou telle méthode. Donc vous, peut-être que vous privilégierez une autre méthode. En tout cas, généralement, l'approche, je dirais, bancaire, financière, c'est les méthodes basées sur la rentabilité et les méthodes basées sur les prévisions futures. Nous, ce qu'on cherche, c'est quelle est la capacité bénéficiaire de l'entreprise à pouvoir rembourser une dette sur 7 ans. Donc, les méthodes basées sur l'outil de travail, l'entreprise vaut ce qu'elle possède, c'est les méthodes dites patrimoniales. Les méthodes basées sur la situation présente, l'entreprise vaut ce qu'elle rapporte, c'est les méthodes dites de rendement, rentabilité. Les méthodes basées sur les prévisions futures, l'entreprise vaut ce qu'elle rapportera. Donc ça, c'est la méthode des DCF. Et ensuite, les méthodes des comparables. Donc ça, c'est difficile aussi d'avoir une base de données qui vous permet d'avoir... bon, souvent sur des fonds de commerce, on a une approche, mais bon, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, les 2 méthodes les plus judicieuses, c'est les méthodes basées sur la situation présente. L'entreprise vaut ce qu'elle rapporte. Et la deuxième, l'entreprise vaut ce qu'elle rapportera. Mais généralement, on est sur des entreprises qui ont un potentiel de chiffre d'affaires important. Et donc, il faut savoir qu'il n'existe pas de formule d'évaluation qui serait en capacité de modéliser tous les métiers, toutes les situations économiques et toutes les spécificités dans les modes de gestion des managements. C'est la raison pour laquelle on fait des diagnostics au préalable pour prendre en considération tous ces aspects-là. Rapidement, négociation et financement. Donc là, vous rédigez le business plan complet. Vous bouclez votre business plan complet parce que vous êtes mis d'accord sur une approche de la valeur. Tout rentre dans les clous. Votre prix est finançable. On fait la lettre d'intention. 2 conditions suspensives. Audit et octroi de financement.
Donc en parallèle, les audits se lancent. Vous pouvez commencer avec la lettre d'intention. Vous pouvez commencer à démarcher les banques, BPI France, à partir du moment où vous avez une lettre d'intention, parce qu'une lettre d'intention, c'est quand même engageant des deux parties, hein, vous avez un engagement. Faites-la rédiger par un avocat. Hein. Dans la lettre d'intention, l'objectif est de mettre tout ce qui fâche. Garantie d'actifs passifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, rencontre des salariés. Donc, une fois que vous avez pitché devant les partenaires financiers, peut-être qu'il y a des bridges, il va falloir peut-être compléter son apport personnel par des prêts d'honneur à taux zéro sans garantie, même si déjà vous les avez inclus. Voilà, il y a peut-être d'autres solutions. Et ensuite, compléter votre emprunt bancaire, c'est peut-être un cofinancement de BPI France notamment. Nous, on cofinance, on co-investit et on co-garantit. On garantit le prêt bancaire. Donc, pour conclure, 5e étape, négociation et financement. Étape 6, l'audit d'acquisition et négociation du protocole d'accord. Étape 7, acte de cession et formalités administratives. Étape 8, prise en main de l'affaire, donc rassurer les salariés, prendre le leadership les 100 premiers jours. Voilà. Donc, pour retrouver éventuellement ce parcours, avec toutes ces tâches, vous pouvez le retrouver sur le site de bpifrance-création.fr en créant gratuitement votre passe Créa et vous retrouverez un tableau de bord, un espace dédié aux repreneurs avec notamment tout le parcours qu'on vient de voir, tout détaillé avec des ressources, des articles à lire, des vidéos, des formations, des outils. Un carnet d'adresses qui vous renvoie vers les réseaux d'accompagnement proches de chez vous. La bourse de la transmission avec plus de 45 000 entreprises à reprendre. Un outil de prédiagnostic. Tout à l'heure, on a parlé de prédiagnostic. Ça peut vous aider à sélectionner, à étudier rapidement la viabilité de l'entreprise. Mes outils. Donc, dans mes outils, là, effectivement, il y a pas mal d'outils intéressants. Il y a une application sur le financement qui vous permet de trouver toutes les solutions d'aide et de financement. Il y a une application d'aide au choix du statut. Et ensuite, mon coffre-fort, donc ça dans l'espace du Pass Créa, vous avez la possibilité de déposer et stocker tous vos documents en toute sécurité. Donc je vous remercie pour votre attention et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur bpifrance-récréation.fr parce que moi je travaille sur le site de contenu bpifrance-récréation.fr et vous retrouverez toutes ces informations et tout ce parcours dont on a vu qu'on a vu ensemble pendant cette masterclass. Merci, je reste à votre disposition si besoin d'informations.